Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver comme chaque soir sur LN24. Soyez les bienvenus dans votre émission Le Monde ou Rien. Et puis salut Nico. Salut Jim, au programme ce soir du décryptage pour vous aider à mieux comprendre le monde qui nous entoure, des images fortes et bien sûr une rencontre avec une personnalité en fin d'émission et tout ça pendant 1 heure. Mais commençons par le commencement et le commencement c'est de l'actu Jim. Oui, avec cette grande question, faut-il interdire les mouvements antifascistes? C'est une proposition de Donald Trump aux États-Unis, mais c'est aussi ce que pense et ce que veut Georges-Louis Boucher chez nous. Alors, c'est quoi les antifas? Ce mouvement est-il le plus grand danger pour notre démocratie, comme le dit le président du MR? Explications et débats dans quelques instants. Et puis Nico, chaque soir dans Le Monde ou Rien, c'est aussi un tour d'horizon des images qui ont marqué la journée. Un livre très attendu qui est sorti aujourd'hui, celui de Kamala Harris, des centaines de milliers de personnes en grève pour la Palestine en Italie et puis surtout le discours tant redouté de Donald Trump à l'ONU. Explication d'ici une vingtaine de minutes dans l'arrêt sur image de Louis Dominé. Et puis Jim, Le Monde ou Rien, c'est aussi chaque soir un grand invité, une rencontre avec une personnalité. Oui, quel invité à nouveau ce soir, c'est l'humoriste Jérémy Crédville, passé par les émissions notamment de Laurent Ruquier, de Nagui ou encore d'Arthur. Mais ce soir, il vient nous présenter un spectacle très original pour le gala d'ouverture du Festival du Rire de Liège. Ça s'appelle L'Enquête et on en parlera avec lui juste après 22h30. Et puis on terminera en beauté avec le scroll de Marie-Jean Ries, toutes ces actualités qui ont buzzé aujourd'hui sur les réseaux sociaux et notamment les images fortes de la cérémonie du Ballon d'Or remportée hier par Ousmane Dembélé. Bienvenue dans Le Monde ou Rien et on commence tout de suite avec le grand dossier du jour. On ouvre le 22h10 Actu. Et Jim, ce soir on s'intéresse au mouvement antifasciste avec un point commun entre Donald Trump et Georges-Louis Boucher. Oui, et ce point commun, c'est ce doigt pointé vers les associations antifascistes et cette idée surtout de les dissoudre. Tout d'abord, qu'est-ce que l'antifascisme? Eh bien l'antifascisme, c'est l'opposition organisée au fascisme et puis plus largement à l'ensemble de l'extrême droite. Et quand on parle d'un antifa, eh bien on parle d'un militant ou d'un groupe antifasciste radical dont les actions, parfois violentes, s'opposent au mouvement politique qu'il juge apparenté au fascisme. Voilà pour la définition Jim, et partons à présent vers les États-Unis. Oui, une semaine après l'assassinat de Charlie Kirk, le président américain désigne comme organisation terroriste les mouvements se réclamant l'antifascisme. J'ai le plaisir d'informer nos nombreux patriotes américains que je désigne Antifa, une catastrophe de la gauche radicale, malade et dangereuse, comme organisation terroriste. Je recommanderai également avec force que les personnes finançant Antifa fassent l'objet d'une enquête approfondie, conformément aux normes et pratiques juridiques les plus strictes. Merci pour votre attention sur ce sujet. Et alors qu'on manque encore d'informations sur le profil du tueur et puis sur ses motivations, eh bien pour Donald Trump, il n'y a pas de doute. Tyler Robinson appartient au mouvement Antifa. Il est d'ailleurs présenté par une large partie de la droite américaine comme un tueur d'extrême gauche. On va vite parler de la Belgique, mais juste dire à ceux qui nous suivent que Donald Trump n'a absolument pas le pouvoir de le faire. Aucune loi fédérale ne lui permet, mais ça n'empêche pas le président américain d'en faire un argument politique et qu'il ait le droit ou non de le faire. Ça ne l'intéresse pas et on imagine que ça n'intéresse pas non plus ses supporters. Il avait d'ailleurs déjà évoqué cette idée en 2020, rappelez-vous, au moment des soulèvements massifs aux États-Unis suite à la mort de George Floyd. Et chez nous, Jim, il en est quoi? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Rappelez-vous tout d'abord de ces images. Violence inacceptable durant l'hommage à Jean Gol, 30 ans après sa mort. Et puis, sa tombe aussi, qui a été profanée avec ce post fait par sa fille, vous le voyez à l'image, par sa fille Déborah Gol. Et dans la foulée, Georges-Louis Boucher publie une vidéo sur Instagram dans laquelle il annonce l'intention du MR de dissoudre la structure Antifa. En deuxième lieu, nous allons également travailler au niveau du gouvernement et du Parlement pour dissoudre la structure Antifa. Cette structure est elle-même une structure au procédé fasciste. Elle est aujourd'hui, et sans aucun doute, le plus grand danger pour notre démocratie, compte tenu de son comportement récurrent et de son usage systématique à la violence pour faire entendre ses arguments. Et donc Jimmy le dit, il veut dissoudre cette structure. Oui, mais de quoi parle-t-on? Je vous ai rappelé que le mouvement antifasciste, c'est un mouvement, mais en fait, c'est plutôt une idéologie qui est apparue dans l'entre-deux-guerres, surtout liée à la montée des régimes mussoliniens et hitlériens. Il n'y a donc pas un mouvement antifa, il n'y a pas un groupe structuré ou organisé, mais plutôt une multitude de groupes rassemblés autour de cette idéologie. Et c'est là que ça peut devenir dangereux. Comment interdire un groupe qui n'en est pas un?
Et pour terminer, Jim, est-ce qu'on a une réponse à cette question ? Oui, et la réponse, elle peut inquiéter aussi. Aujourd'hui, il existe un avant-projet de loi porté par notre ministre de l'Intérieur. Vous le voyez à l'écran, Bernard Quintin. Ce projet de loi, il vise à interdire ou dissoudre les organisations radicales et terroristes en Belgique. Ça nous rappelle d'ailleurs l'argument de Donald Trump aux États-Unis. Mais notre ministre de l'Intérieur, il ne peut pas prendre la décision seul. Il faudrait un accord de gouvernement qui, rappelons-le, comprend Voorhout, les socialistes flamands. Et puis, il faudrait aussi que ce mouvement dispose de la personnalité juridique ou que ce mouvement ait opté pour la forme d'une association de fait. Un simple courant de pensée, sans autre forme qu'une revendication par ses membres de leur conviction commune, semble donc difficile à dissoudre. Et puis pour terminer, rappelons que déjà en 2024, le Belang voulait, grâce à une proposition de loi, étendre la liste belge des organisations terroristes et puis reconnaître aussi le mouvement Antifa, le mouvement Black Lives Matter ou encore le mouvement Extinction Rebellion comme organisation terroriste. Merci pour ces éléments de contexte, Jim, et 2 invités avec nous pour aller plus loin ce soir. Oui, d'un côté, Manuel Lambert, qui est conseiller juridique à la Ligue des droits humains, et puis de l'autre, c'est Julien Dohet, qui est historien et auteur du livre dit « C'est quoi l'antifascisme ?» Bonsoir à tous les deux, merci Bonsoir. d'être avec nous dans le Mondourien. Julien Dohet, je commence avec vous pour rebondir sur le titre de votre livre. Si je vous demande d'aller au-delà de la définition donnée par Jim, c'est quoi exactement un antifa ? Un antifa, c'est quelqu'un qui fait de l'autodéfense populaire envers les idées d'extrême droite et donc les idées fascistes en termes général. Un antifa, en général, a plusieurs militants, si on peut le dire comme ça. Il fait du social, il est dans l'action contre les groupes, mais aussi dans le progrès global, le progrès social et l'aide aux plus faibles. Mais il veut quoi exactement, un antifa, pour bien comprendre ? Un antifa veut une société qui est égalitaire, où tout le monde a sa place, où tout le monde peut vivre sans avoir peur et sans être soumis à des violences. Et donc, notamment, les personnes racisées ou les personnes LGBTQIA+, un antifa veut qu'elles puissent vivre dans une société apaisée et non violente, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Manuel Lambert, vous avez entendu le contexte avec notamment ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe aussi en Belgique, et on pourra peut-être revenir aussi sur cette similitude dans le discours, mais peut-être aussi dans les actes. Mais un mot quand même sur ces antifas. Les gens qui nous regardent, ils ont une image de gens cagoulés, parfois dans les manifestations, qui commettent des violences. Est-ce que les antifas sont violents par nature presque ? Mais vous posez bien la question, en fait, je n'ai pas la réponse. C'est quoi un antifasciste ? Est-ce que le mouvement que je représente, par exemple, qui est la Ligue des droits humains, c'est une association antifasciste ? Suis-je moi-même un antifa ou pas ? Nous ne prenons pas la violence et nous ne l'utilisons pas dans nos modes d'action. Pourtant, nous sommes une organisation antifasciste. Et donc, c'est là tout le problème de la nature, comme vous l'avez développé. Qu'est-ce qui est visé ? Un mouvement de fait, une idéologie, c'est extrêmement difficile. Et en termes de droits humains, on se doit d'être précis. On ne peut pas se permettre d'être vague, d'être subjectif lorsque on a recours à des instruments qui limitent les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, comme la liberté d'association, la liberté de manifester ou la liberté d'expression, comme vous l'avez illustré, comme on le voit aux États-Unis. Et donc, cette volonté pose énormément de questions, à la fois dans le projet du ministre Quintin, comme vous l'avez dit, qui pose pas le premier d'ailleurs. C'est pas le premier. Il y a eu plusieurs propositions au cours des années qui ont chaque fois été retoquées, et pas pour rien, par le Conseil d'État, par l'Institut fédéral des droits humains. Il y a eu toute une série d'acteurs et d'actrices qui ont mis fin à l'expérience, quelque part, de dissolution. Là, on essaye d'aller un cran plus loin avec une majorité gouvernementale, on va voir ce que ça donne, mais ça pose de vraies questions en termes de droits fondamentaux. Oui, et puis certains disent que c'est plutôt aux juristes de prendre ce genre de décision et non pas aux politiques, on pourra en débattre. Mais un mot comme avec vous, Julien Dohet, vous proclamez, il me semble, comme un antifasciste. J'ai une question juste que doivent se poser les gens qui nous regardent. Ceux qui ne sont pas antifascistes, est-ce que par nature, ils sont fascistes du coup ? Parce que qui se dit aujourd'hui, je ne suis pas antifasciste ? Est-ce que c'est une chose qui est revendiquée aujourd'hui dans le débat public ? Ça, je ne sais pas s'il y a des gens qui se disent ouvertement non antifascistes ou contre les antifascistes. Et effectivement, ça pose la question de celui qui veut dissoudre les antifascistes et donc ceux qui combattent le fascisme, par définition ou par un peu, il se retrouve à dire donc moi je soutiens les fascistes puisque je veux dissoudre ceux qui les combattent. Ou bien s'il était face à nous, Georges Boucher, il vous dirait mais moi je soutiens peut-être les antifascistes mais pas ceux qu'on voit sur les écrans de télévision, dans les manifestations et ceux qui sont parfois
sera gangréné par la violence. Comme vous le soulignez, l'image habituelle ou l'image qui est agitée, c'est l'antifasciste cagoulé, etc. Comme vous l'avez dit, je suis auteur, j'étudie l'antifascisme, mais je suis militant antifasciste. Je ne suis pas cagoulé et je ne manifeste pas cagoulé. On n'a pas l'air de lancer des choses. Il y a plusieurs méthodes d'action aussi. L'antifascisme, il est pluriel dans sa composition, mais il est aussi pluriel dans ses modes d'action. Et donc, je l'évoquais tantôt sur le côté social, mais l'antifascisme, c'est aussi des conférences, c'est aussi des analyses, c'est aussi publier des études sur qui sont les fascistes, sur l'extrême droite, sur ce qu'est l'extrême droite. Et donc, il y a un travail d'éducation populaire, il y a un travail social, et puis il y a effectivement une dimension qui est une lutte contre les groupes d'extrême droite, en partant du principe que l'histoire et l'actualité nous montrent que les groupes d'extrême droite recourent à la violence, ont eux, dans leur pratique, dans leur vision politique de la société, dans leur vision de la société, ils ont la violence comme une composante vraiment centrale de leur vision de la société, et que face à cela, on se doit d'avoir une forme d'autodéfense pour se protéger et pour aussi protéger les plus faibles dans la société ou les personnes qui, dans la société, n'ont peut-être pas les mêmes moyens que nous quatre ici autour de la table de se protéger ou d'avoir des rapports avec la police ou d'avoir des rapports avec des avocats ou accès à la justice. Julien, on parlait quand même de ces gens qui ont une image sans doute erronée, effectivement, de ces antifas avec il en existe aussi des cagoulés dans les manifs qui balancent aussi des choses. Justement, Georges-Louis Boucher, il va même plus loin. Lui, il déclare: la structure antifa est aujourd'hui le plus grand danger pour notre démocratie. Il le pense vraiment, selon vous, Manuel Lambert? Je ne sais pas s'il le pense vraiment, il faudrait lui poser la question, mais en tout cas, affirmer cela est problématique. Pourquoi ? Parce qu'on se situe sur un autre champ que ce que vous avez montré, les images qui ont lieu jeudi dernier, c'est-à-dire qu'il y a des actes illégaux qui sont posés dans certains cas, il y a des procédures qui existent, des procédures judiciaires qui permettent aussi la dissolution. Des actes qui ont été grandement condamnés aussi par la plupart des personnalités publiques. Tout à fait. Et si l'autorité doit réagir, elle a déjà des moyens de réagir. Ici, ce qu'on craint, c'est un muselage de l'opposition, un musellement, pardon, de l'opposition, puisque on vise en fait des organisations parfois de fait, donc qui n'ont pas d'existence matérielle nécessairement juridique. Et donc là, on se situe sur un autre niveau. Aussi, ouais. Il y a des moyens d'agir dans tous les cas. Il y a des moyens d'agir contre les auteurs éventuellement, et il y a des moyens d'agir contre des organisations. Il y a des procédures judiciaires qui existent. Si elles doivent être utilisées, utilisons celles-là plutôt que de créer un nouvel outil qui comprend beaucoup de risques en termes de droits fondamentaux. Mais Julien Douay, quand même, pour revenir sur cette déclaration de Georges-Louis Boucher, ça nous dit quoi aujourd'hui de lui, de l'état de la droite aujourd'hui en Belgique, d'avoir plus peur de l'extrême gauche que de l'extrême droite ? Quand il dit que c'est le plus grand danger aujourd'hui pour notre démocratie. À partir du moment où lui-même intègre dans ses rangs des anciens militants d'extrême droite, et jeudi dernier, il y avait plusieurs militants qui étaient présents, dont Nicolas Lejeune, Michel Henrion et Résistance ont publié les infos là-dessus, nous l'avions vu aussi. Il y a plusieurs signes qui montrent à tout le moins une extrême droitisation de Georges-Louis Boucher et ou du MR. C'est toute la question de jusqu'où cela va. Parce que dans l'intervention de Georges-Louis Boucher à la suite de jeudi sur l'interdiction des antifas, il y a d'autres choses qui sont inquiétantes par rapport à sa vision de la société. Le fait de remettre une identité nationale avec des drapeaux belges, etc. C'est un discours qui rappelle d'autres discours. Et vous l'avez souligné dans votre introduction, les précédents qui étaient venus avec des types de lois comme ça, c'est le Vlaams Blok, Belang, ce n'est pas donc n'importe qui, et c'est Trump. Et donc, d'où vient l'inspiration ? Ça doit quand même nous inquiéter en démocratie, oui. Quand les inspirations de Georges-Louis Boucher, c'est ça. Après, Julien Douay, vous faites référence à cette conférence que de nombreux antifascistes ont voulu annuler, parce qu'il y avait cette chercheuse du CNRS qui étudie l'entrisme, l'islamisme. On ne va pas se lancer maintenant dans un débat si elle est légitime ou pas dans ce débat. Par contre, il y a eu beaucoup d'antifas qui ont demandé l'annulation de cette conférence. Ce qui a fait dire notamment Jean-Louis Boucher qu'aujourd'hui, les nouveaux fascistes, ce sont les antifascistes. Comment vous l'entendez cette phrase, vous ? Mais donc on entend bien la rhétorique qui est tentée d'être utilisée. Au niveau antifasciste, ce qu'on amène, c'est toute la question du discours de haine, et est-ce qu'on laisse se propager dans la société un discours haineux, et
par ailleurs, qui aujourd'hui, réellement, est en train de vouloir interdire des mouvements? Ce n'est pas les antifas, c'est Georges-Louis Boucher qui vient avec une proposition pour interdire l'opposition. Qui a Les été... antifas voulaient Il y interdire a la conférence. il y a une chanteuse à Liège qui a été réprimandée et qui a été attaquée parce qu'elle avait osé sur scène donner 2-3 indications, et notamment en soutien à la Palestine. Qui vient faire la censure? Ce ne sont pas les antifas. Et donc, on constate quand même que ce discours, cette rhétorique sur les antifas seraient ceux qui veulent interdire quelque chose, qui veulent empêcher quelque chose, dans les faits, qui aujourd'hui vient avec des textes de loi, qui aujourd'hui a le pouvoir réel d'interdire et tente de le faire, ce ne sont pas les antifascistes. Ouais, un mot quand même, Manuel Lambert, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et puis, est-ce qu'on peut dire alors que parfois, on va rester prudent, les antifascistes utilisent des méthodes de fascistes, notamment au niveau de la radicalité et de la violence? Est-ce que ça, on peut le dire? Alors, je ne sais pas si je suis qualifié pour répondre à cette question, mais ce que je peux dire, par contre, c'est que dans une démocratie, on doit accepter toute une série d'actes et de discours qui, pour reprendre les termes de la Cour européenne des droits de l'homme, qui heurtent, qui choquent ou qui inquiètent. Et donc, si on n'autorise que les discours consensuels, conventionnels, en fait, on n'est plus en démocratie. On doit pouvoir entendre des choses qui sont inquiétantes, même si on n'est pas d'accord avec. C'est ça qui suscite le débat dans un État démocratique. Alors, lorsqu'on passe au niveau des actes, on arrive dans un autre cadre. Alors, il y a une ligne qui est franchie, qui est délimitée par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est évidemment les actes violents ou non. Dès lors qu'on a une manifestation pacifique, ça peut être de la désobéissance civile, ça peut être du sabotage parfois. Ce sont des actes pacifiques, mais qui peuvent être menés en toute légalité, enfin en tout cas sans être réprimés. Et donc ça doit être toléré dans un État démocratique. Là où la Cour européenne met une limite, c'est en effet des actes de violence. Et donc là, on peut s'interroger sur ce qu'est la violence. J'ai entendu M. Dohet questionner la question de la violence, mais je veux dire d'un point de vue juridique... La violence physique, voilà. C'est ça. Alors la question se pose, parce que dans le projet, par exemple, de M. Quintin, on parle de violence, mais sans la définir. Et donc c'est quoi la violence? Est-ce que c'est la violence contre les personnes? Est-ce que c'est la violence contre les biens? Dès lors, voilà, quelqu'un qui mettrait le feu à une trottinette électrique ou qui bloquerait un central gazier, comme ça s'est déjà vu, ou les portes d'une entreprise, est-ce que c'est de la violence qui rentre dans le cadre de la loi? Ça, c'est quelque chose qui ne sont pas définis et qui nous inquiète. On peut parler de violence, on peut parler de radicalité aussi, Julien Dohet. L'extrême droite a toujours été dans une radicalité certaine. Aujourd'hui, est-ce que l'extrême gauche se sent également obligée, en tout cas les antifas se sont aujourd'hui obligés d'être aussi dans une radicalité à cause de cette radicalité de l'extrême droite? Alors, d'une part, antifasciste et extrême gauche, c'est deux notions qui ne sont pas forcément, qui ne se recoupent pas forcément. Elles peuvent se recouper, mais elles ne sont pas forcément, elles ne sont pas synonymes en tout cas. Ça, c'est une précision. L'antifascisme est plus large, et vous avez dans l'histoire des antifascistes qui peuvent être de droite. François Bovès assassiné par. Sur la radicalité aujourd'hui, voilà. dans la violence. Et sur la question de la radicalité, c'est toute la question de la conflictualité dans la société et de la violence dans la société. Et donc, une société qui supprime les plans grand froid et qui jette à la rue des gens qui vont du coup avoir des soucis. Le MR rétropédale légèrement sur le fait, mais concrètement, il y aura moins d'argent pour aider les gens qui sont dans la rue. Concrètement, il y a de plus en plus de gens dans la rue. Concrètement, il y a des gens qui ont de plus en plus difficile à se loger, à loger leur famille. Là, il y a une violence extrême qui a des conséquences sur le physique vraiment des gens, sur leur santé, voire sur leur vie. Et de cette violence-là, aussi, il serait temps de parler quand on parle de violence dans la société. Et donc oui, ça entraîne une forme de radicalité pour contrer cette violence-là. Juste une précision quand même sur votre profil aussi, Julien Dohet. J'ai dit vous êtes historien, auteur de ce livre, vous êtes aussi syndicaliste. J'aimerais qu'on s'arrête aussi sur cette possibilité d'interdiction de dissolution. J'ai tenté de rappeler que ça paraissait très compliqué puisqu'on parle d'un mouvement antifasciste et donc vous l'avez rappelé vous-même, Manuel Lambert, si ça se trouve, la Ligue des droits humains fait partie un petit peu de ce melting pot d'antifachos. Au-delà de ça, ce qui inquiète, c'est plutôt l'après, Manuel Lambert, parce que si on n'arrive pas à définir ce que c'est, ça pourrait être notamment les syndicats, par exemple, qui pourraient être interdits.
Bien sûr, c'est une crainte. Et donc, vous l'avez rappelé dans l'introduction, on est dans un temps politique très particulier, avec toute une série de dérives autoritaires dans une série d'États, même européens. Hein. Vous avez cité les États-Unis en introduction, mais on pourrait parler de la Hongrie et d'autres États. On voit qu'il y a un mouvement là qui existe, qui est très puissant, et la Belgique n'est pas... De criminalisation aussi oui, tout à fait. des mouvements sociaux, de pénalisation des mouvements sociaux. On le voit même en France, hein, qu'on ne peut pas encore qualifier de dictature. Je veux dire, on voit que le pouvoir exécutif va interdire des mouvements, et ce qui va être extrêmement critiqué par les Nations Unies, par les juridictions supérieures. On l'a vu avec le mouvement écologiste radical, par exemple, des soulèvements de la Terre. On l'a vu avec toute une série d'organisations qui ont peut-être moins pignon sur rue. Mais on voit que c'est une arme qui est utilisée. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Est-ce que l'extrême droite sera au pouvoir ou non? C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux, d'ailleurs, aujourd'hui, entre les mains de n'importe quel gouvernement, d'ailleurs, qu'il soit de gauche ou de droite. Avoir ce type d'arsenal législatif est contraire aux principes démocratiques. Point à la ligne. Allez, on va poursuivre cette discussion dans quelques instants, en partant notamment de cette déclaration de Georges-Louis Boucher: le monopole de la violence politique aujourd'hui en Belgique est à gauche, ce sont ses mots. On va surtout tenter d'amener des éléments chiffrés quand même, pour voir si c'est vrai ou non. Le Monde ou Rien revient juste après ceci, à tout de suite. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre chaque soir dans Le Monde ou Rien. Nico, on va poursuivre cette discussion sur ces fameux Antifa, rebondir aussi sur cette déclaration. Le monopole de la violence politique aujourd'hui en Belgique, il est à gauche. Déclaration du président du MR, mais est-ce vrai? On a demandé à Marie-Jean Riès de vérifier. Alors, ce qu'il faut d'abord souligner, c'est qu'en Belgique, la violence liée à des groupes politiques n'est pas très importante. C'est donc assez difficile d'avoir des données précises. Maintenant, si on regarde le rapport de 2024 de l'OCAM, on peut quand même trouver quelques chiffres. Déjà, en 2024, les signalements liés à la menace venant de l'extrême droite représentaient seulement 5% de tous les signalements traités par l'OCAM. C'est donc pas très important, mais c'est encore moins pour l'extrême gauche, qui représente 1% de tous les signalements traités par l'OCAM en 2024. En revanche, l'OCAM souligne quand même qu'il y a une petite augmentation des signalements venant de menaces de l'extrême gauche, notamment en lien avec les protestations sur la situation à Gaza. Ce que dit Georges-Louis Boucher est donc plutôt faux. Maintenant, ce qui est intéressant à souligner, c'est que le Centre de crise nationale belge classe l'impact potentiel des menaces de l'extrême gauche faible, alors que l'impact potentiel des menaces venant de l'extrême droite est classé très faible. Ce qui veut dire globalement qu'il y a moins de risques de violence liés à l'extrême gauche, mais qu'ils soient un petit peu plus importants. Alors tout ça reste très faible, puisque la probabilité de menace de l'extrême gauche ou de l'extrême droite est classée moyenne par le Centre de crise nationale. Alors, je vais vous faire réagir à tous les deux. D'abord, Manuel Lambert, je rappelle cette déclaration: le monopole de la violence politique aujourd'hui en Belgique est à gauche. Qu'est-ce que vous en pensez après ces détails en plus apportés par Marie-Jean Riès? Mais donc, ça semble être contestable à minima. Il faudrait aussi pouvoir se baser sur des choses concrètes, des chiffres concrets, puisqu'on sait que les services de renseignement et de sécurité examinent toute une série de phénomènes, analysent une série de phénomènes et suivent une série de phénomènes, extrême droite, extrême gauche et d'autres phénomènes, mais ça reste encore, on va dire, dans la nébuleuse, et il n'y a pas encore d'actes concrets. C'est pas le rôle, quelque part. Ils monitorent, parfois ils agissent, mais il y a ensuite des actes concrets qui sont posés, à savoir des infractions au code pénal, et là, il faudrait analyser les chiffres plus clairement, et de ce qu'on voit, en tout cas, des procédures judiciaires de ces dernières années qui sont en cours. Alors, je n'ai pas de chiffres à donner en disant c'est plus l'un ou plus l'autre, mais on voit qu'il y a plutôt des mouvements de tendance d'extrême droite largement, c'est-à-dire j'inclus dans l'extrême droite des mouvements islamistes. On peut penser à Sharia for Belgium, on peut penser aussi à Skild and Vrienden, qui sont en procès pour l'instant. C'est dur de les mettre ensemble quand même, en parlant de l'extrême droite. Alors idéologiquement, certainement qu'ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs, mais dans une perspective sans doute d'antifascisme ou de fascisme. Ils répondent aux mêmes critères, c'est ça? Voilà, il y a des critères qui sont communs entre ce type de mouvement. Bien entendu, je ne pense pas qu'ils vont passer Noël ensemble. Mais voilà, tout ça pour dire que les tribunaux sont saisis d'une série de faits, et en général, c'est assez rarement des faits d'extrême gauche et plutôt des faits d'extrême droite, en ce compris, donc j'inclus là-dedans les mouvements islamistes, et qui sont plutôt, ont plus recours à la violence. Les mouvements d'extrême gauche vont plutôt avoir recours à la désobéissance civile, au sabotage, à ce genre qui reste une forme de violence malgré tout aujourd'hui. Oui, tout dépend encore, on revient sur à cette la définition de la violence. Qu'est-ce qui est la violence et qu'est-ce qui peut être accepté ou non dans un État démocratique? C'est la grande question, effectivement, aussi. Julien Dohet, justement, sur cette déclaration
déclarations de Georges-Louis Boucher, ces analyses apportées aussi par Marie-Jean Riès? Mais donc, peut-être trois points. Le premier, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, dans la vision politique, dans la vision du monde de l'extrême droite, le darwinisme social, la loi du plus fort, est une partie intégrante du modèle politique, de la vision de la société, de comment la société doit bouger. Et donc, l'extrême droite est forcément violente parce que c'est dans son modèle de société, ce qui n'est pas le cas des antifas, qui sont sur un modèle de société qui est complètement à l'inverse. Et comment vous expliquez l'image qu'on a d'eux alors? Ceux qui nous regardent, je peux vous assurer que si leur demande d'imaginer un antifa, ils verront un mec cagoulé qui brûle une trottinette. Enfin, à un moment donné, quand vous êtes antifasciste et que vous allez à une manifestation contre l'extrême droite, est-ce que vous pensez réellement que ceux en face ne vous observent pas, ne vous photographient pas, n'essayent pas de savoir qui vous êtes, etc. Et donc, se masquer, c'est une autoprotection aussi par rapport à ceux que vous avez en face, des Dries Van Langenhove, des gens qui n'hésitent pas pour échapper à la police utiliser la force, etc. Alors, la question de la police peut venir, mais la première question et principale, c'est quand même se protéger contre des gens qui, eux, ne se posent aucunement ces questions-là, puisque c'est dans leur vision du monde, c'est vraiment comme cela qu'ils construisent la société. Ça, c'est un. Mais selon vous, c'est pour ça que certaines personnes aujourd'hui dans la société ont cette image des antifas? Parce que effectivement, des antifas se masquent lorsqu'ils vont au contact de l'extrême droite et que c'est une image entretenue après médiatiquement, parce que évidemment que ça fait plus d'image et plus de buzz d'avoir quelqu'un qui est masqué que quelqu'un comme moi. Non, je dis pas que c'est votre faute. Je dis qu'on sait comment le poids de l'image et l'influence de l'image jouent. Ça, c'est un. Et deux, par rapport à la violence d'extrême droite, alors, une des plus grandes violences d'extrême droite de ces dernières semaines ou de mois, c'est la finale de la Coupe de Belgique. C'est quand il y a quand même des supporters d'extrême droite qui font une ratonnade en traversant des quartiers. Et là, j'aurais bien aimé entendre aussi fort les mêmes politiques dire « ça, c'est inacceptable, ça, c'est une violence, ça, nous allons l'interdire, ou en tout cas, nous allons prendre des mesures. » Et comment vous expliquez que ce soit pas le cas? Et là, on n'a pas du tout la même réaction. Comment vous l'expliquez que ce soit pas la même réaction? Parce que ce ne sont pas les mêmes qui la font contre les mêmes personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les antifas sont presque des boucs émissaires pour vous, Julien Doré? Dans la séquence actuelle, ils sont clairement des boucs émissaires, ou en tout cas la cible facile qui permet, comme on l'a évoqué, de s'attaquer à un premier et derrière, évidemment, de s'attaquer à toute la contestation de la société civile. Et enfin, sur la question de la violence, j'appelle vraiment à chacune et chacun à relire son histoire sociale, à relire comment le droit de vote, les congés payés, la sécurité sociale, la fin du travail des enfants, enfin, toutes ces conquêtes sociales-là se sont faites dans un contexte d'une société qui n'était pas apaisée et donc dans un contexte de manifestation qui n'était pas non plus apaisé. Manuel Lambert, vous êtes d'accord avec ça, notamment sur le fait que certains politiques de droite ont tardé à réagir à ces violences venant effectivement de supporters du club de Bruges pour la finale de la Coupe de Belgique, ou également ce qu'on disait, qu'aujourd'hui Georges-Louis Boucher dit avoir plus peur de l'extrême gauche que de l'extrême droite. C'est quoi? C'est de l'instrumentalisation politique aujourd'hui? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est clair qu'on est dans un temps politique très particulier. Alors, je ne vais pas faire des procès d'intention, mais il est clair qu'on voit, en tout cas dans certains mouvements, une attention plus particulière à certaines infractions plutôt qu'à d'autres, ou à certaines dérives plutôt qu'à d'autres. Donc, oui, le temps politique est celui-là, et donc on va voir peut-être, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas en parler, qu'il ne faut pas mettre ça sur la table, qu'il ne faut pas discuter de ce qui se passe de ces mouvements, quels qu'ils soient, mais on constate un certain déséquilibre, en effet, dans le champ politique, où on va avoir parfois une plus grande tolérance à l'égard de certains mouvements qu'à l'égard d'autres. Je ne veux pas faire de généralité et mettre tout le monde dans le même panier. Il y a évidemment des courants très différents au sein du champ politique, mais on est dans un temps politique où la droite est dominante et donc où la droite va avoir quelque part imposer sa grille de lecture, enfin pas imposer, mais sa grille de lecture, son narratif va être dominant et donc ça va avoir toute une série de conséquences aussi sur les phénomènes qui sont analysés. Juste pour terminer cette discussion, Julien Doré, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a quand même des pommes pourries au sein des antifas, qu'il y a quand même des gens qui sont peut-être pas là aussi pour faire les actions que vous avez citées tout à l'heure, des conférences, des études, mais qui sont là pour la violence, pour brûler des choses. Et c'est souvent ces gens-là qu'on imagine quand on parle des antifas. Ça, vous l'acceptez, ça?
qu'il y en ait qui participent aux Manif Week, qu'il y ait des militants antifascistes dans les groupes antifascistes plus ou moins organisés. On l'a dit, il n'y a pas de structure, mais il y a des gens qui se mettent ensemble. Je ne connais personne qui est là pour la casse. Je ne connais que des militants qui sont prêts à un moment donné à assumer prêts à user de la violence. Une radicalité face à une opposition qui n'est pas une opposition de bisounours et qui est une opposition violente. Et donc, face à des gens qui sont violents, vous devez avoir une autodéfense et être prêt. Sinon, le résultat, c'est que c'est vous qui êtes... Jeudi dernier, il n'y avait pas de violence dans cette conférence du MR. Ou alors une violence, à nouveau, on en revient, une violence verbale. Là, il y a vraiment eu des coups qui ont été portés, Julien Douhet. C'est de là que ça vient aussi, cette histoire. Je reviens sur les militants antifascistes qui étaient là, faisaient des haies, se serraient par les coudes pour essayer d'empêcher, dans des techniques de désobéissance civile. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un militant identifié comme militant d'un front antifa ou d'un groupe antifasciste qui a tagué cette croix gammée. Je ne sais pas qui. Si vous le savez, je veux bien le savoir. Moi, je ne le sais pas. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. J'espère que ce sera plus clair aussi pour ceux qui nous suivent. On ne manquera pas de garder à l'œil aussi cette actualité qui a lieu autant chez nous avec Jean-Louis Boucher qu'aux États-Unis avec un certain Donald Trump. Nico, on va poursuivre cette émission et en images quand même. Oui, d'abord avec une image forte mais extrêmement redoutée, celle justement de Donald Trump pour son discours à l'ONU. Direction aussi l'Italie avec des grèves massives et des centaines de milliers de personnes dans la rue pour la Palestine, sans oublier la sortie d'un livre, celui de Kamala Harris qui sort du silence et revient sur la campagne express qu'elle a menée après le retrait, on s'en rappelle, en catastrophe de Joe Biden. Tout ça, c'est dans l'arrêt sur image et c'est signé Louis Dominé. Et on commence cet arrêt sur image à New York. Cet après-midi, c'était le grand retour de Donald Trump à la tribune des Nations Unies. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le président américain était d'humeur cinglante. Après une série d'éloges pour lui-même et une liste de ce qu'il a accompli depuis le début de son mandat, Donald Trump a évidemment abordé la question de la guerre à Gaza et de la reconnaissance de l'État de Palestine. Sans surprise, le président américain rejoint la position d'Israël sur la question et condamne la reconnaissance de l'État palestinien, annoncée hier à la tribune des Nations Unies par plusieurs pays. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities. Donald Trump a aussi multiplié les critiques à l'encontre des Nations Unies qui, d'après lui, ne font pas correctement leur travail. Le président américain a également abordé la guerre en Ukraine. Il accuse les membres de l'OTAN de financer la guerre contre eux-mêmes en achetant du gaz et du pétrole russe. Donald Trump assure que les États-Unis sont prêts à imposer une nouvelle série de sanctions à la Russie. A very strong round of powerful tariffs which would stop the bloodshed, I believe, very quickly. But for those tariffs to be effective, European nations, all of you are gathered here right now, would have to join us in adopting the exact same measures. Un discours ponctué par de nombreuses déclarations chocs sur l'immigration. Donald Trump se vante de la politique américaine qu'il a mise en place depuis le début de son mandat et invite les autres pays à se montrer plus stricts en la matière. It's time to end the failed experiment of open borders. You have to end it now. I can tell you. I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. Finalement remis une nouvelle fois en cause le réchauffement climatique, appelant les chefs d'État présents à réinvestir dans les énergies traditionnelles. Et on poursuit en s'arrêtant en Italie d'où viennent ces images impressionnantes. Une rangée de policiers boucliers à la main face à des manifestants particulièrement en colère. C'était à Milan hier soir à la gare centrale. Une manifestation qui s'est tenue le jour où la France, avec d'autres pays, a reconnu l'État de Palestine devant les Nations Unies. Mais l'Italie, dirigée par Giorgia Meloni, figure d'extrême droite, n'en fait pas partie. Une position dénoncée par cette énorme mobilisation. À Rome, ils étaient aussi plusieurs dizaines de milliers à protester parfois violemment contre la position de leur pays. Perché penso che è arrivato il momento di dire basta. Cioè probabilmente il momento di dire basta era già tanto tempo fa, ma siamo arrivati veramente a un punto di non ritorno inspiegabile. Cioè ci sono anche poche parole per descriverlo. Le nostre
nostre richieste sono chiare, noi vogliamo sanzioni ad Israele, embargo totale non solo sulle armi, vogliamo la rottura con Israele a livello economico, accademico, militare, politico, sportivo. Israele deve essere isolata perché non è solamente un pericolo per i palestinesi ma un pericolo per tutto il mondo. Une manifestation accompagnée d'une grève dans de nombreux secteurs comme celui des transports, avec un slogan bien connu désormais, « Bloquons tout ». Organisés un peu partout dans le pays, ces rassemblements témoignent d'un climat de tension autour de la question de la Palestine. D'après une récente étude, 64% des Italiens jugent extrêmement grave la situation à Gaza, 40% souhaitent la reconnaissance de l'État palestinien. Et on termine cet arrêt sur une image, celle de la couverture d'un livre, 107 jours de campagne, le dernier bouquin de Kamala Harris, la rivale de Donald Trump lors des dernières présidentielles, qui sort la semaine prochaine. Elle avait repris in extremis le flambeau de Joe Biden, souvenez-vous, il s'est retiré de la campagne quelques mois avant l'élection après un débat télévisé catastrophique face à Donald Trump notamment. Dans ce livre, elle revient sur les coulisses, pas toujours reluisantes, de sa campagne express et sur la candidature de Joe Biden qu'elle juge inconsciente. Plusieurs médias américains notamment ont reçu une copie du livre en avant-première et partagent certains extraits. La candidate démocrate s'interroge notamment sur ce qu'elle aurait dû faire au moment où Joe Biden a décidé de se présenter pour une nouvelle campagne présidentielle. De tous les membres de la Maison-Blanche, j'étais la plus mal placée pour argumenter en faveur d'un retrait. Je savais que cela apparaîtrait comme incroyablement opportuniste de lui demander de ne pas se présenter. Dans ce livre, elle se montre aussi très critique à l'encontre de l'ancien président, dont elle était la colistière et vice-présidente. Elle lui en veut notamment d'avoir capté l'attention à ce point lors de son retrait, alors qu'elle s'apprêtait à entamer la campagne la plus courte de l'histoire américaine. Il a parlé pendant près d'une heure, détaillant les accomplissements de notre administration. C'était un discours testamentaire pour lui, pas un argumentaire pour moi. Et il en avait le droit. Mais si nous attendions des anecdotes personnelles sur notre collaboration, et les qualités qu'il avait observées chez moi et qui l'avaient conduit à me soutenir, elles n'étaient pas au rendez-vous. Et ce n'est là que quelques extraits de ce livre au ton très inhabituel, surtout pour Kamala Harris, qui pourrait se présenter à nouveau à l'élection si elle le souhaite. Ça ne fait aucun doute, ce livre devrait donc faire beaucoup parler de lui aux États-Unis dans les prochaines semaines. Et c'est la fin de ce triple arrêt sur image. À demain. L'arrêt sur image de Louis Dominé, c'est tous les soirs dans Le Monde ou Rien. Et puis, quand vous le souhaitez, vous qui nous regardez sur ln24.be. Nico, dans quelques instants, on va mettre l'actu comme chaque soir derrière nous. C'est l'humoriste Jérémy Crédville qui va venir s'installer. Oui, un humoriste qui cartonne depuis plusieurs années déjà en France et qu'on aime beaucoup en Belgique. Ça tombe bien, c'est lui qui se charge du gala d'ouverture du Festival du Rire de Liège avec un spectacle unique où le public joue un rôle primordial. Ça s'appelle L'Enquête et on en parle avec lui. Et d'ici quelques instants, restez bien avec nous sur ln24. À tout de suite. Merci de nous suivre sur LN24. Vous êtes toujours dans votre émission Le Monde ou Rien, toujours avec Nicolas Pipin évidemment. D'ailleurs Nico, notre invité est installé, bien installé. C'est le moment de la règle de 3 de Jérémy Crédville. Et moi, c'est une séquence que je découvre quasiment en même temps qu'eux, chaque soir. Nico, 3 mots pour présenter la personnalité qui est présente face à nous. Et oui, le premier mot que j'ai choisi pour votre portrait, c'est mariage. Alors, je n'ai pas d'annonce à faire ce soir, mais parce que si vous êtes humoriste aujourd'hui, c'est grâce à un mariage, justement, un mariage déterminant dans votre carrière. Et ça commence par un drame. Un ami ne vous choisit pas comme témoin, ça nous est tous arrivé, je pense, mais vous ne vous laissez pas abattre. Vous prononcez alors les 10 pires discours qu'on peut recevoir en tant que marié dans un mariage. La femme du marié vous inscrit alors à un concours d'humour et c'est de là que tout est parti et ça colle finalement bien avec votre mantra « Nul ne sait ce qu'il peut faire avant d'avoir essayé ». Ouais, on va en parler évidemment. Ouais. Deuxième mot, Nico, pour ce soir, c'est le Nord. Oui, parce que Jérémy Crédville est né dans le Nord le 3 février 1987 et le Nord, il en est fier, une région où, et ce sont ces mots, je le précise, on a inventé le meilleur contraceptif, l'accent, une région où il peut manger l'un de ses plats favoris, le Welsh, une région où on peut tous assumer notre côté beauf et ce n'est pas en Belgique qu'on va lui dire le contraire. Du camion, je ferai poète, les claquettes chaussettes, la beaufitude, Canteloup, Jackie et Michel, la beaufitude.
Et puis ton dernier mot, Nico, c'est enquête. Oui, l'enquête, c'est le spectacle d'improvisation humoristique qui va enflammer le gala d'ouverture du Festival du Rire de Liège, entièrement créé en direct à partir d'un point de départ unique, un meurtre fictif à résoudre et le tout à partir d'objets apportés par le public. On va en parler. Pas de panique, on va tout vous expliquer dans un instant. Bonsoir, Jérémy Crédville. Salut. Bravo. Ouais, non, franchement, il travaille, hein. ouais. Il bosse. J'essaie. Merci d'être là pour nous présenter ce soir, évidemment, ce gala d'ouverture au Festival du Rire à Liège, prévu donc pour le 14 octobre à 20h au Forum de Liège. On va aussi revenir sur votre tout dernier spectacle, L'Enchanteur. Mais avant ça, comment ça va? Parce qu'on a vu que vous avez eu un tournage qui a duré un petit temps cette nuit, pas trop fatigué? Oui, non, c'était le dernier jour du tournage, 60 sur 60. Et on a fini par un tournage de nuit. Donc non, j'ai 4h30 de sommeil dans les pattes. Et tout facile. Pour une promo, c'est parfait, quoi. Ouais, c'est impeccable. C'est parfait. C'est le meilleur on va essayer de pas trop vous fatiguer ce soir. On va donc d'abord parler de ce gala d'ouverture du Festival du Rire à Liège qui aura lieu, je le rappelle, le 14 octobre. Un spectacle d'impro très original. Je l'ai déjà un peu présenté, mais concrètement, ça consiste en quoi? Eh ben ouais, vous l'avez dit, c'est une enquête. La particularité de ce spectacle, c'est que les gens amènent des objets de chez eux, n'importe lequel. Plus c'est farfelu, mieux c'est. Il y a un décor de commissariat quand ils rentrent. C'est placé dans les armoires du commissariat. Et là, début du spectacle, je rentre en inspecteur. J'incarne Jean-Rémy Piedvigne, qui est un inspecteur raciste, misogyne, alcoolique et homophobe. Parce qu'on m'avait... Pour le coup, Jean-Rémy Piedvigne, c'est... Pour la petite histoire, je me baladais dans les rues à Marseille et un gars me reconnaît, il fait « Oh, viens voir Dominique !» Dominique fait quoi? Là, c'est l'humoriste. L'humoriste qui? Mais là, Jean-Rémy Piedvigne. Au lieu de Jérémy Crédville, donc Jean-Rémy Piedvigne, c'est resté. C'est stylé le nom. Ouais. Mais quoi, on peut apporter n'importe quel objet? Ouais. Ah ouais, j'ai déjà eu pas mal de trucs sur scène. Il y a eu quoi comme objet un peu étonnant qu'on vous a déjà apporté? Alors les gens ont des trucs dans leur tiroir, ça peut faire peur. Ils ont une vie sociale à la maison mais ouais non, les plus gros objets que j'ai déjà eu une fontaine. Quelqu'un avait ramené une fontaine. Comment on ramène une fontaine? Ah ça je sais pas comment la personne s'est débrouillée. J'ai déjà eu un chiotte, des WC sur toilette. Il y avait un fauteuil roulant, donc la personne était descendue de son fauteuil. Quelqu'un l'avait amené là-bas. À la fin il y a une standing, donc j'ai repéré qui avait les trucs. Mais non, les gens ils sont hyper originaux. J'adore quand ça joue le jeu, quoi. Ouais, et donc tout est improvisé. Vous découvrez les objets le soir même. Parce qu'on a rappelé votre parcours. Et d'ailleurs, on pourra parler parce que vous avez failli devenir rugbyman professionnel d'ailleurs. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire d'ailleurs. Alors allons-y. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu un parcours de comédien. L'impro, c'est une nouveauté entre guillemets pour vous. Non, alors avec moi, votre carrière évidemment. L'impro, moi j'ai découvert ça à 17 ans en fait. On était dans le même lycée avec une amie. On partait dans des facs totalement différentes. Elle nous a trouvé une activité en commun qui était l'improvisation. Donc tous les lundis soirs, on se retrouvait pour faire de l'impro et on était cosmonaute, pilote de F1, chaîne, horloge ou enquêteur. Et comment on fait l'horloge en impro? Là, c'était le chêne. Mais l'horloge peut être silencieuse et dire tic-tac de temps en temps. Et ouais, non, j'ai découvert ce truc-là il y a 21 ans maintenant. Après, au final, vous avez encore des spectacles, on va en parler. Ce que vous préférez faire, c'est quand même l'impro ou pas nécessairement? Il faut pas en faire trop parce qu'après il y a des mécanismes qu'on prend et on refait des trucs qu'on a déjà fait et ça j'aime pas. Donc je me garde ma petite page de récréation de temps en temps. En général, je fais une improvisation par mois. On parle de. C'est comme le vélo, quoi. Ça s'oublie pas, bien sûr. Il y a des invités aussi durant cette soirée. Ouais. C'est des surprises ou on peut Il y a de tout. Il y a de la surprise et il y a des invités confirmés. On va pas le dire, mais il y aura qui d'autre? Philippe Boxo c'est confirmé, Renaud Rutten c'est confirmé, Arnaud. Pour une enquête, c'est bien Philippe Boxo. Et Renaud Rutten aussi? Ouais. Incroyable. Je suis hyper content parce que c'est des profils vachement variés. Il y a des gens qui connaissent l'impro et qui vivent de ça. Il y a des gens qui. Attendez, juste pour être sûr de bien comprendre, Philippe Boxo, il va faire un truc d'impro avec vous? Ouais, alors il joue son rôle. Ce qui est cool, c'est qu'à un moment dans une enquête, tu vas forcément voir un légiste. Donc là, pour le coup, je vais essayer de le piéger et de trouver une façon de mourir un peu étrange dans laquelle il va devoir se raccorder. Parce que vraiment, le premier objet que je prends dans l'armoire, ça va définir l'enquête, quoi. Et il n'y a jamais un blanc dans votre tête? Vous prenez l'objet, vous dites ah merde, j'ai rien. Non, parce que quand je suis sec, j'en prends un autre, quoi. C'est-à-dire que je prends un autre objet et il faut que ça aille assez vite. Et les gens sont souvent complices. Il y a aussi dans le public, il peut y avoir des témoins du meurtre, donc je vais chercher aussi dans le public ce qui peut arriver. Il y a des témoins, des suspects, des coupables potentiellement. Et puis comme le personnage est raciste, misogyne, alcoolique, homophobe, c'est là que c'est fun, suffit d'être noir, en fauteuil, femme et un peu gay, c'est fini. J'ai ma coupable. Voilà. En tout cas, les gens dans le public se reconnaîtront ce soir-là. Cette pièce, elle repose donc sur des objets amenés par le public, on disait, et Jim est un peu spécial ce soir. Bah oui, un petit questionnaire en termes d'objets, si vous le voulez bien, Jérémy Crédville. On a prévu une série de questions par rapport à des objets. C'est quoi le tout premier objet dont vous vous souvenez, vous, Jérémy Crédville? Mon premier objet hors enquête? Tout. Toute votre vie. Dans votre vie, quoi. Le premier. Je crois que c'est un vélo vert. Ah ouais. Ouais. C'est tard, hein, mais c'est un vélo vert. Soit ça, soit un avec yaourt. Des petites roues ou Non, pour le coup, c'était un VTT. C'était mon premier VTT à qui j'avais donné un nom, mais je sais plus quel nom.
Et vraiment, j'ai chialé quand j'ai dû m'en séparer parce que j'étais en mode Toy Story et tout. Et pour moi, mon vélo, il allait m'en vouloir, quoi. Voilà, un vélo vert. Premier objet que vous êtes acheté avec votre premier cachet. C'était pas grand-chose. Non, je crois que j'ai fait un resto. C'était pas un objet, c'était un moment. Et c'était pas mal d'acheter des moments. Comme on dit chez nous. Non, les cachets, quand ils étaient plus importants, ça change. Il y a une idée comme ça qui vous vient? Je sais pas moi, une montre Non, mais alors ce qui est génial, c'est qu'avec les cachets cumulés, avec tout ce que j'ai fait et les différents spectacles, j'ai acheté ma maison. Enfin, j'ai fait ma maison avec des blagues. Et des fois, je suis chez moi en me disant, oh, ça c'est une blague. Ça c'est une blague. Est-ce qu'il y a un objet dont vous ne vous séparez jamais? Mon téléphone. Ouais. Ah ouais? Ouais. Accro? Tous pareil. Un peu trop. Ouais, je m'en veux un peu de ce truc-là, mais en fait, je me dis, si je pouvais avoir que les photos ou des trucs comme ça me suffit. En fait, il faut que j'achète un appareil photo, je suis bête. C'est ça? Tout simplement. Les vieux appareils numériques. Bah ouais, non, mais le téléphone, ça me rend fou parce que au final, tu te rends pas compte, mais 2 heures par jour là-dessus, ça équivaut à 1 mois dans l'année. Donc pendant 1 mois, tu es sur ton téléphone. Et on fait tous juste pareil. 2 heures par jour. C'est un 12e de ta journée, donc un 12e de l'année, c'est 1 mois. Par jour. Si vous pouviez emmener un seul objet sur une île déserte, ce serait quoi? Ce serait un manuel de comment construire un gros paquebot avec peu de choses. Facile. Ouais, mais au moins, tu vois, tu peux quitter l'île. Et au moins, vous vous barrez de là-bas, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y a un objet dont vous avez honte? Un objet dont j'ai honte? Non, j'ai pas. À part le téléphone, peut-être, du coup. Mais... mais vraiment honte, pour le coup. Ouais. C'est dur à dire, qu'on n'assume pas, quoi. Bah non, en fait, je crois que j'assume tous les objets que j'ai, bizarrement. Pendant longtemps, j'ai pas assumé ma première voiture, alors que c'est quand même mes parents qui C'était quoi? C'était une R5, une vieille voiture R5 TL. J'avais un peu honte d'aller à la fac avec, mais maintenant, j'essaie d'en retrouver une. Et l'objet qui vous rend le plus fier? C'est des dessins, les dessins de mes filles. Même si je sais pas trop ce qu'elles dessinent, je me dis c'est quand même cool. Ça c'est la beauté quand ça vient des enfants. Ouais, c'est ça. On dit que c'est beau parce que ça vient des enfants. Ouais. Ah oui, forcément. Et puis si vous deviez apporter un objet pour justement ce spectacle, l'enquête, vous apporteriez quoi, vous? Moi, si j'étais public de cette enquête, je pense que je ramènerais une boîte avec une personne dedans, mais vivante. Enfin, c'est pas un cercueil, je sais pas. Tout ramener en fait chez vous. Ah oui, droit. Ouais. Ce serait génial. Tu ouvres le truc et bonjour. Mais ça fait une demi-heure que vous êtes là, mais vous m'avez pas ouvert. Ouais. La vanne est bonne. Ou un truc très pimenté. Tu sais, des bonbons. T'as l'impression que c'est des bonbons ou du Malabar, tu mets du piment dessus. Parce que souvent, tu bouffes les trucs et là, ça peut être pas mal. Mais comme ça, vous donnez des idées aussi aux gens qui regardent. Je ne mangerai rien. Ouais, c'est ça. Jérémy Crédville, vous êtes aussi là ce soir pour un spectacle. Ça s'appelle L'Enchanteur, à retrouver le 23 avril 2026 au Centre culturel d'Oderghem. Il raconte quoi ce spectacle? Ce titre, il est assez énigmatique. Ouais, Enchanteur. Bah, justement, c'est ça. C'est la polysémie du truc qui m'a fait écrire aussi ce spectacle. Dans le spectacle précédent, il y avait 2 moments où je chantais et les gens me le rappelaient à la fin du spectacle. C'est vachement bien quand vous chantez et tout. J'ai fait ma singer. Après, je me suis dit, tiens, un truc chanté, ça peut être pas mal, mais je voulais pas devenir chanteur. Donc, il y a certains passages qui sont chantés, donc Jérémy en chanteur, et le reste, c'est tout ce qui enchante les gens. Moi, j'arrive pas à rester dans une seule case, à faire que du sketch ou que du stand-up ou que de la chanson, etc. Je fais un peu de tout. Donc c'est un truc sur le choix, c'est de ne pas choisir et de faire tout ce qui m'enchante et tout ce qui pourrait enchanter les gens. Et alors, en parlant de chansons et de ne pas choisir, vous avez notamment travaillé sur France Inter avec Nagui, et je suis retombé sur un passage, un magnifique mélange entre Serge Lama et Fatal Bazooka. Quand on ne sait pas choisir, regardez. Ouais. Savoie ou bien, mec, c'est le pôle Nord. On se gèle les grelots. Bordel, il fait plus froid que dans ton frigo. Un pied dehors, c'est la faim agite. À morvonner les microbes qui s'agitent. Fouta, cagou, oui, fouta, cagou, fouta, Et justement, Michael Youn était en face de vous. Comment on se lève un matin, on se dit je vais mélanger du Serge Lama et du Fatal Bazooka? C'est du mash-up, ça existe depuis la nuit des temps. Tous les DJ font ça avec des paroles et une autre musique. Et ça marche bien quand tu prends des paroles qui n'ont rien à voir avec le rythme de la chanson, ou Serge Lama qui chante Fouta Cagoule, forcément ce sera marrant. Donc le fait de le faire en plus devant Michael Youn, c'est top. Ouais, il est mort de rire d'ailleurs. Il est mort de rire avec Vincent Dezagnac. Vincent, c'est son pote de toujours. Si on en revient à ce spectacle, ce qui est intéressant aussi avec vous, Jérémy Crédville, c'est que vous vous posez cette question, pourquoi choisir? Vous avez côtoyé quand même plusieurs animateurs assez célèbres. On a parlé de Laurent Ruquier, de Nagui, mais aussi d'Arthur. S'il fallait choisir que un, ce serait lequel, dans le sens de celui qui a le plus d'impact sur votre carrière? Bah en fait, les 3 ont eu beaucoup. Laurent Ruquier moins parce que avec Laurent, on a un chiffre qui est assez
marquant, c'est le 5. J'ai fait 5 émissions avec lui dans On ne demande qu'à en rire et 5 fois les grosses têtes. Ça va jamais plus loin, mais c'est toujours agréable de le croiser. Vous en veux ou quoi? Non, c'est juste que ça ne matche bon, pas sur... En fait, Laurent, pour ses émissions, il aime bien les gens les grandes gueules, quoi, qui prennent de la place et tout. Moi, je prends pas trop d'espace, j'aime bien les petites punches de temps en temps. Ensuite, en radio, c'est Nagui qui m'a vraiment ouvert les portes et qui a fait que j'ai eu une identité aussi dans mes chroniques. Et pour le coup, Arthur en télé, il est malin, il dit les trois. Arthur, en télé, il m'a ouvert les portes de la télé, il m'a fait confiance et dès les premiers vendredis tout est permis, j'étais censé faire qu'une seule émission. Il en enregistrait 5 la journée, il a dit tu restes sur les 5 et ça m'a... du coup je suis rentré dans le foyer des gens, quoi. Au final on en revient à cette question, pourquoi choisir? Vous avez choisi les 3, vous avez raison. Mais ouais. Facile comme réponse. Tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Non, ils ont tous leurs petits défauts. Mais... Non, mais je vous charrie évidemment, vous avez raison. En même temps, Nagui, Laurent Ruquier, Arthur, c'est pas n'importe qui non plus. Un mot pour terminer quand même, parce qu'il l'a rappelé, je sais pas pourquoi autant de fois, mais vous venez du Nord. Et quand on pense au Nord, on pense forcément à un des plus gros succès du cinéma français, un certain film signé Danny Boone, un énorme succès au box-office et un sacré coup de projecteur aussi pour le Nord et ses habitants. On va voir ça avec Louis Dominé et on en parle juste après. Et quand on pense au nord de la France, on pense à un film en particulier, voire même à un extrait. Il est devenu mythique au fil du temps, vous le connaissez très certainement. Je vous propose de l'écouter. Il fait très froid. Oh, en été ça va, parce que tu as 0, 0,1. Mais l'hiver, ça descend, ça descend, ça descend. Moins 10, moins 20, moins 20, moins 30. Tu dis, je reste couché, il te foutu du moins 40, tu vois? Moins 40? C'est le Nord. Bienvenue chez les Ch'tis, un film de Danny Boone sorti en 2018 et qui a eu un succès incontestable, plus de 20 millions d'entrées vendues. C'est tout simplement le record pour un film français. Il a permis de faire connaître et de faire apprécier cette culture ch'ti, cette culture du Nord. Encore aujourd'hui, plus de 15 ans après la sortie du film, la ville de Bergues, là où se déroule l'histoire, est toujours une destination très prisée pour certains cinéphiles. Preuve que le Nord, ça plaît pas mal. Eh oui, le Nord ça plaît. Ce qui est au Nord du Nord, c'est nous, c'est la Belgique. C'est un film culte pour vous, Bienvenue chez les Ch'tis, ou ça vous emmerde d'en parler comme ça? Ça m'emmerde pas du tout d'en parler. Non, justement, non, ça a mis la lumière sur un peuple. En fait, le Nord, ce qui est génial, c'est quand tu as voulu, quand tu veux un peu le moquer, il y a la tendresse derrière. C'est ça qui est chouette aussi avec Danny Boone, c'est quand il a fait ce film, il savait de quoi il parlait aussi. C'est réussi. Ouais, c'est devenu une référence sur plein de dialogues, les moins 20, moins 30, moins 40, ça, on nous en parle encore. Donc non, je trouve ça chouette. Des petits clins d'œil faits avec tendresse, je trouve ça génial. Et on parlait de films cultes aussi. Alors chez nous, on a Dick Hunnock aussi que vous adorez. Il y a un autre film culte et honnêtement, on le partage tous les deux en plus. C'est OSS 117. Pourquoi il vous fascine autant ce film? J'adore ce personnage. J'aime trop les losers. En fait, le Jean Dujardin, qui pour le coup, à quelques égards, ressemble au personnage de Jean-Rémy Pied-de-Vigne, la misogynie, le racisme, l'alcoolisme. Mais je trouve ça génial, les anti-héros qui réussissent quand même. Parce que pour le coup, c'est un loser magnifique, quoi. Le gars, punchline sur punchline, ce film, vraiment. Ces dialogues, c'est fou. Et puis je voulais terminer avec une dernière image, on va regarder. Vous pensiez que c'était impossible qu'on vous recommande une banque. Mais depuis que c'est arrivé, vous vous dites que tout est possible. Comme battre Mike Tyson. Oui, Mike Tyson. Vous allez prouver au monde entier que si l'impossible s'est produit une fois, il peut se produire une deuxième. Ah non, ça c'est pas possible. Mais recommander sa banque, si. C'est une vraie droite que vous prenez de Mike Tyson ou pas? C'est une vraie droite du cascadeur. Du cascadeur, quand même, c'est ça. Non, c'était moi, mais c'était pas Mike Tyson pour le coup. Alors c'est génial parce qu'on m'a vendu la pub. Tu vas tourner avec Tyson. C'est ça. J'étais avec sa doublure toute la semaine. Et lui, il a fait ses plans à Los Angeles ou je sais pas quoi. Et moi, j'étais ailleurs. Mais c'était chouette. Et pour le coup, dans la petite histoire, normalement, il y avait une petite Corée. Et en fait, j'ai dit, mais c'est 1000 fois plus drôle si dès la première pêche, je tombe. Tu vois. On va essayer. Clairement. Et l'on garde Mike Tyson normalement. Et comment on se retrouve dans une pub comme ça avec Mike Tyson? Avec la doublure de Mike Tyson. Pour le coup. Ouais, pour le coup, non, c'est une banque qui fait des pubs avec à chaque fois des personnalités marquantes. Donc forcément, ça allait tomber sur moi. Non, ils avaient Tyson pour ce truc-là. Ils cherchaient un sportif qui était à l'aise en comédie. Et du coup, comme je cochais les deux cases et que j'avais envoyé une self-tape, donc c'est un truc que tu fais de chez toi avec ton téléphone, ils avaient trouvé ça rigolo. Et du coup, ils m'ont emmené sur une semaine de tournage pour ça, pour 34 secondes. Peut-être un jour un vrai combat avec le vrai Mike Tyson. Ouais, je vais attendre qu'il vieillisse encore un peu. Il est encore en forme. Et encore, honnêtement, j'ai vu même à 80 pêche piges. à Mr. Beast il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Même à 80 piges, je crois qu'il nous met
met tout ce KO directement. Jérémy Crédville, vous restez encore un tout petit peu avec nous. On va parler justement réseaux sociaux. Je suppose que vous êtes beaucoup dessus. Bien sûr, LinkedIn, tout ça. C'est le réseau des jeunes. En tout cas, que s'est-il passé sur les réseaux sociaux, sur les internets? Élément de réponse avec le scroll de Marie Joriès. Il n'aime pas quand je dis les internets, Nico. On commence, Marie, avec... D'abord, salut Marie. On commence avec Emmanuel Macron, qui était hier à l'ONU pour reconnaître officiellement l'État de Palestine. Oui, mais alors moi, je ne vais pas vous parler de son discours. Ça, c'est pour la partie sérieuse de l'émission. Je vais plutôt vous montrer ce qui s'est passé après. Parce qu'en sortant de la conférence, Emmanuel Macron devait retourner donc à l'ambassade de France. Sauf qu'il s'est retrouvé coincé par le cortège présidentiel de Donald Trump. I'm sorry, I'm the president. I'm really sorry. It's just that everything's in frozen right now. There's a border gate coming right now. I'm sorry. If you don't see it, let me cross. Voilà, impossible de passer. Vous savez, c'est un peu comme quand on arrive en boîte hyper confiant parce qu'on a été invité personnellement, sauf que le videur ne nous laisse pas rentrer. Et qu'est-ce qu'on fait si le videur ne nous laisse pas rentrer? Eh bien, on appelle le patron. Et c'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron. Il a passé un petit coup de téléphone à Donald Trump. Regardez. How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. Voilà, un appel directement au président américain qui n'a pas fonctionné puisque le président a quand même été recalé et a fini sa route à pied. How are you? Marie, on va retourner à Paris où a eu lieu hier soir la cérémonie du Ballon d'Or. Et le Ballon d'Or, c'est donc la récompense attribuée au meilleur joueur de foot de l'année. Et hier, c'est Ousmane Dembélé, 28 ans, qui l'a remporté et il était très ému. Ils ont toujours été là pour moi. Ils m'ont soutenu dans les moments difficiles. Voilà, Ousmane Dembélé qui a donc remercié ses proches. Il faut dire que c'était l'un des favoris de cette compétition et qu'il avait aussi des bons soutiens, notamment le DJ Snake qui est un grand fan. Regardez ça, c'était en juin. Un Ballon d'Or! Voilà une petite propagande qui visiblement a très bien fonctionné. Regardez. Et seulement il y a une chanson que j'ai dans ma tête. Et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or. Voilà, et puis pour finir, je vais vous laisser avec les vidéos de joie des supporters à l'annonce du nom de Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. Et puis, tout à fait autre chose, Marie. Pour finir, tu nous parles de prêtres qui pourraient donner envie à ceux qui nous regardent de retourner à l'église. Surtout celles qui nous regardent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Lui, c'est Jefferson Merighetti, un prêtre brésilien qui est devenu viral pendant le conclave. Alors que tout le monde attendait le nom du nouveau pape, les réseaux sociaux, eux, s'étaient enflammés autour de ce prêtre et de son grand sourire. Alors, je vous lis quelques commentaires que j'ai trouvés sur les réseaux sociaux. C'est du gaspillage, puisque les prêtres font vœu de célibat. Est-ce que l'Église catholique recrute? Ou je crois maintenant au paradis? Et d'autres commentaires beaucoup moins chrétiens que je ne peux pas répéter ici. Et je peux vous dire que la ferveur, elle s'est pas éteinte quand on a découvert le compte Instagram du père Merighetti, où il fait du vélo et des vidéos en face cam, toujours avec ce sourire ravageur qui plaît tant aux réseaux sociaux. Et c'est pas le seul prêtre à avoir un succès pareil. Regardez, un autre prêtre italien, cette fois, Don Cosimo Schiena, qui visiblement, entre deux homélies, va beaucoup à la salle. Et lui aussi, il plaît beaucoup. Il a quasiment 500 000 abonnés sur Instagram. Bref, des nouveaux prêtres 2.0 qui donnent envie aux réseaux sociaux de retourner à l'église. Merci Marie. Le scroll, c'est tous les soirs dans le Monde Orient en replay sur l'N24.be. Alors vous êtes plutôt Ballon d'Or, Macron qui se fait recaler ou les nouveaux J'ai prêtres adoré qu'il se fasse recaler. Ça m'a fait plaisir qu'il rentre à pied. C'est vrai que bah oui, c'est bien. Ouais. Je suis pas sûr qu'il était au téléphone, Trump. Ouais, c'est ça. How are you? There is nobody on the phone. Merci encore, Jérémy Crédville, d'être venu nous faire marrer ce soir. Je rappelle donc ce spectacle unique le mardi 14 octobre à 20h au Forum de Liège. Ça s'appelle donc L'Enquête. Je précise aussi que le Festival international du rire de Liège, c'est du 12 au 20 octobre. Et puis il y a ce dernier spectacle
qu'on a évoqué, l'Enchanteur, à retrouver notamment le 23 avril 2026 au Centre culturel de Dorgam. À bientôt, on l'espère, sur LN24. Nico, le Mondorien, c'est déjà terminé. Pas de panique. Oui, avec comme grand invité l'un des plus gros vendeurs de livres vendus dans le monde entier. Michel Bussy sera avec nous pour un nouveau roman qui marque un tournant dans sa carrière. Je ne vous en dis pas plus. Ouais, merci en tout cas Nico, merci à Richard Deulf et à l'ensemble des équipes de LN24 pour la préparation de cette émission. Le Mondorien revient demain 22h sur LN24. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Le Mondorien Off, pour découvrir notamment les coulisses de ce genre d'interview. On vous retrouve demain 22h en pleine forme. Excellente soirée sur LN24.